7h42 les matins de France Culture. Bonjour professeur Grimaldi. Alors la santé sous toutes les coutures en ce moment, les réformes les unes après les autres, la réforme éventuellement des mutuelles pourrait permettre aux adhérents d'une mutuelle de payer leurs soins moins chers à condition de ne pas choisir leur praticien. C'est aujourd'hui la une d'aujourd'hui et Le Parisien. Se soigner moins cher, c'est possible. Demain, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, annoncera les grandes lignes de son projet pour faire face aux déserts médicaux après avoir négocié une autre réforme, celle sur le dépassement des honoraires. Les dossiers dits problématiques s'amoncellent sur la table du ministère de la Santé. Quant à la question de l'hôpital public, est-il toujours en crise? Peut-être bien que non, puisque le Nouvel Observateur de cette semaine en une porte ce titre que l'hôpital public est toujours numéro 1, avec notamment la Pitié-Salpêtrière, et puis surtout qu'il creuse l'écart avec le privé. Les 30 premiers établissements qui sont classés donc comme les meilleurs de France aujourd'hui, sur les 30 premiers, 23 sont publics contre 17 l'année dernière. Nous sommes aussi en ligne avec Fluorette. Vous connaissez Fluorette, monsieur? Je vais la connaître. Parce que Fluorette, figurez-vous, elle est médecin généraliste quelque part en France. Elle ne peut pas s'exprimer sous son vrai nom, sinon elle se fait taper sur les doigts. C'est bien le cas, Fluorette? Oh, peut-être pas taper, mais oui, disons que ça peut ne pas être très bien pris par certaines personnes. Ben, dis donc, c'est la Corée du Nord, la médecine, professeur Grimaldi. J'espère que non. Maintenant, il y a effectivement parfois une certaine réserve pour diverses raisons. Mais non, quand même, on peut s'exprimer. Alors, professeur à la Salpêtrière, vous étiez venu d'ailleurs nous voir au matin de France Culture notamment pour nous présenter le manifeste pour une santé égalitaire et solidaire que vous co-signez avec à l'époque Didier Tabureau, François Bourdillon, Frédéric Pierru et le professeur Lioncan, qui est aujourd'hui conseiller à l'Élysée auprès de François Hollande. Vous avez aussi publié L'hôpital malade de la rentabilité et Où va le système de santé français. On va peut-être commencer par la question notamment des déserts médicaux, et je voudrais vous poser une question et que vous me répondiez d'abord vraiment factuellement. Qu'entend-on exactement par cette notion de désert médicaux? Le mois dernier, le magazine des consommateurs UFC Que Choisir a publié un dossier qui était assez alarmant, notamment concernant l'accès aux soins des Français, qui est très difficile pour certains, mais non pas seulement, contrairement à ce que l'on dit tout le temps, pour des raisons géographiques, mais aussi financières. Alors, c'est ce qui devient déjà plus complexe. Expliquez-nous, professeur Grimaldi. Écoutez, il y a difficulté à prendre un rendez-vous avec un médecin quand il n'y a pas de médecin. Ça, c'est raison géographique. Donc, ça, on le comprend. On comprend très bien, même dans Paris ou dans le 93 ou Seine-et-Marne. Dans le premier arrondissement. Voilà. Donc, et puis il y a une deuxième raison, c'est que si vous n'avez que des médecins qui font des dépassements d'honoraires, bien que c'est 80 € ou 100 € la consultation, vous dites pour des raisons financières, j'ai pas accès. Donc ça fait un deuxième désert médical. Et ce dossier du UFC Que Choisir montre que pour certaines spécialités, les deux facteurs se cumulent, notamment par exemple en ophtalmologie. Évidemment, c'est pas le cas pour les médecins généralistes, puisque 90% sont ce qu'on appelle en secteur 1, c'est-à-dire ne font pas de dépassement d'honoraires. Mais c'est pas le cas non plus dans ce dossier pour les pédiatres. Donc ça dépend des spécialités. Donc il y a un double désert médical, à la fois par manque de professionnels et puis ensuite par manque de professionnels accessibles aux tarifs remboursés par la Sécurité sociale. Et les deux facteurs se combinent. Alors on a le sentiment tout de même que c'est en même temps vieux comme le monde ce débat, et que finalement gouvernement après gouvernement, la situation, je ne sais pas si elle empire, mais en tout cas elle ne s'améliore pas et reste la même. Ça fait des sujets de débat de société réguliers. On n'a pas le sentiment que ça avance beaucoup. Est-ce que là il y a une manière ou pas, par la ministre notamment, et je laisserai aussi la parole à Fluorette, mais selon vous de régler cette question avec notamment cette idée éventuellement de contrainte, mais là aussi le mot fait peur puisqu'on dit que c'est contrainte sans contraindre. C'est normal que ce soit un long processus, parce que c'est le résultat d'une décision prise dans les années 1975, c'est-à-dire on va diminuer le nombre de professionnels de santé en France. On passe de 8500 à 3500 de médecins formés. On diminue également les infirmières. Les études médicales, c'est 10 ans. Pour s'installer, en moyenne 15 ans. Donc, on a fait marche arrière très tard. Figurez-vous que jusqu'en 2003, la Sécurité sociale finance des départs en retraite anticipés. On estime qu'il y a une pléthore de médecins jusqu'en 2003. Depuis, on a importé des médecins non français. Il y en a 20 000. Donc, erreur très prolongée pendant 30 ans.
dont on paye la facture et qu'on va payer la facture jusqu'en 2025. Ensuite, vous dites effectivement, est-ce qu'il n'y a pas assez de médecins en France? Il y en a 200 000 et peut-être 150 000 très actifs. Donc, il y a peut-être assez de médecins, mais ils sont très très mal répartis. Donc, vous évoquez la contrainte. Mais si on dit contrainte, il faut donner les règles du jeu avant. Il faut dire aux étudiants, avant qu'ils commencent leurs études, voilà les règles du jeu. Si vous dites à des gens qui ont eu 2 concours très sélectifs, des études très longues, ah ben maintenant on change tout, vous mettez les étudiants dans la rue, à juste titre, on les comprend, et vous faites marche arrière. Donc on est obligé d'avoir d'autres méthodes que celle de la contrainte. Fluorette, dans quel désert médical, si on peut le savoir davantage, exercez-vous? Et puis juste un mot, je vous cite, et cela fait écho notamment aux propos de professeur Grimaldi, sur votre blog, un de vos articles démarre comme ça: l'installation, c'était dur, et ça l'est encore, parce qu'en fait, écrivez-vous Fluorette, parce qu'en fait, je n'étais pas préparé, aucun de nous ne l'est, nos études ne nous préparent pas à ça, et puis parce que je me suis fait un peu entuber. Fluorette. Oui, je reviens un peu sur ce que le professeur Grimaldi disait. Je crois que les déserts médicaux, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des zones où effectivement il n'y a pas de médecin, mais où de toute façon il n'y a pas de possibilité d'avoir un médecin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens pour consulter, il n'y a pas assez d'activités pour qu'un médecin soit là à temps plein. Après, il y a aussi des zones où la demande elle est trop importante, parce que pendant des années il y avait beaucoup de médecins et il y avait une concurrence qui était forte et on a encouragé les gens à consulter. Et puis maintenant on s'aperçoit que c'était peut-être une erreur de choix. Il y a, comme il le dit, beaucoup de médecins en France. Je crois que le nombre, c'est pas le problème. Il y en a trop ou il y en a pas trop? Pour l'instant, on a un petit peu du mal. Les chiffres sont difficiles à interpréter. Moi, le dossier du quotidien, honnêtement, pour la médecine générale, c'est un petit peu flou. C'est-à-dire que on n'arrive pas bien à visualiser les choses. Dans mon coin, on n'est pas encore en désert, comme on l'appelle, mais bientôt oui, parce qu'il y aura bientôt plusieurs départs à la retraite. Donc les choses vont devenir rapidement compliquées. Et ça, je pense qu'il y a plein de zones où c'est comme ça. Et effectivement, quand on est jeune médecin, on n'a pas vraiment envie de s'installer parce qu'on n'est pas préparé. On est formé essentiellement à l'hôpital, on nous prépare absolument pas à gérer un cabinet, à gérer une secrétaire, à gérer le fait de travailler dans une zone où il va falloir dire beaucoup non parce que on peut pas accepter toutes les demandes, c'est pas possible, sinon on rentre plus chez soi. Tout ça, on n'est pas préparé. Alors, on n'y est pas prêt. Alors, vous, par exemple, vous vous êtes installé de votre propre chef, alors que vous dites que c'était dur, que c'était difficile, pas préparé. Mais par exemple, vous avez eu le choix ou pas le choix? Vous avez pris en considération la question justement du lieu où vous alliez vous installer? Comment cela se fait pratiquement, puisque vous êtes un exemple, on va dire, sans doute parmi d'autres, qui représente bien ce qu'est un médecin généraliste de secteur 1 aujourd'hui, Fluorette? Maintenant, moi je me suis installée parce que mon mari est ici et on comptait pas bouger, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est sûr que c'est problématique parce que si lui dans 2 ans, 3 ans sa boîte le met dehors, on pourra pas forcément rester ici. C'est pas le fait que je sois une femme, c'est le fait qu'il nous faut du travail pour tous les deux, qu'il y a des zones où c'est un petit peu compliqué quand on est au milieu de rien de trouver du travail pour les deux. Il y a, depuis mon installation, je me pose quand même beaucoup de questions. Quand j'ai cherché de l'argent pour acheter des murs pour le cabinet, les banques m'ont pas ouvert les bras en m'accueillant avec un sourire. Même pour eux, ils considèrent que s'installer médicalement, c'est pas forcément un gage de réussite. Pourtant, un médecin, quand même, aujourd'hui, est tout de même un nanti, parfois un feignant et souvent trop payé, non? Alors c'est l'impression qu'on a, et en tout cas c'est l'impression que j'ai eue quand on a rencontré Madame Touraine la semaine dernière. Vous le faites pas dire dans votre blog, hein. Je ne sais pas si elle vous recevra une deuxième fois, mais vous y allez fort. Oui. Oui, c'était paru avant qu'on soit reçu. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je crois que, j'ai très très bien senti quand on a parlé un petit peu financement, etc. Elle était d'accord pour éventuellement des aides pour nos projets de maisons universitaires, mais pas que l'aide soit versée directement aux médecins qui touchent déjà trop. Moi, je veux dire, ça fait un an que je suis installée, j'ai aucun recul sur ce que je gagne vraiment. C'est-à-dire qu'il y a, je paye une secrétaire, je paye du personnel, je sais pas, le comptable ne peut pas me faire d'échéancier. Donc c'est assez difficile, on marche sur des œufs.
Alors je veux bien que ça soit comme ça pour toutes les... On me dit oui, mais tous les artisans, ça marche comme ça. Oui, à ce moment-là, dites pas que c'est facile et comprenez que personne n'a envie de s'installer dans des conditions comme ça. Parce qu'on s'engage quand même sur une durée, on s'engage à rembourser quelque chose. Si c'est pour que ça soit stressant, gérer des humains, c'est déjà quelque chose de difficile. Et donc gérer en plus une partie comme ça, financière, avec un coup près sur la tête et des échéances qui tombent, c'est très difficile. Est-ce que, et je laisse la parole ensuite au professeur Grimaldi, mais pour faire un tour de la question, est-ce que vous auriez mal pris, vous, au fond, si vous aviez été contrainte par un système, je ne sais lequel, contrainte de vous installer quelque part au nom des déserts médicaux, Fluorette, comme on le fait avec les profs, hein. Je veux dire que les profs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas la liberté d'installation. Hein. Oui, alors je pense que c'est autre chose. Ma mère était prof, donc je peux vous en parler un petit peu. On en a parlé ensemble. Elle a fini ses études beaucoup plus tôt que moi. Moi, quand j'ai terminé mes études, j'avais 30 ans. Je crois qu'à 30 ans, être envoyé n'importe où, enfin, moi, j'aurais arrêté la médecine parce que c'est pas compatible avec mon conjoint, avec notre vie de famille. C'est tout le problème, il est là. La contrainte préconisée par le Conseil de l'Ordre. Professeur Grimaldi. Oui, deux idées fortes. C'est-à-dire que est-ce que s'installer en cabinet individuel, avec ce que ça veut dire comme contrainte, comme un artisan, ça correspond à une médecine moderne? C'est-à-dire qu'on comprend aujourd'hui, et vous évoquez les maisons médicales universitaires, que pour travailler aujourd'hui, faire de la médecine, il faut travailler en équipe, avec des infirmières, avec des paramédicaux. Et donc ça, c'est pas... Je vous laisse la parole, je laisse finir Grimaldi, je vous donne la parole, Fleurette. Allez-y. Ça, c'est pas assumable par un médecin tout seul qui va avoir les charges financières. Donc il faudrait qu'il y ait à la fois une aide financière et des conditions nouvelles de travail pour faire une médecine moderne, de répartition des tâches différentes entre les médecins, les infirmières, les paramédicaux, pour avoir du temps pour discuter de dossiers collectivement. Donc c'est une autre pratique médicale, c'est ça qu'il faut construire, qu'on n'a jamais construit fondamentalement en France. On s'y met, ça avance. J'ai entendu une maison universitaire en ville, ce qui permettrait aussi à ce que des étudiants aillent dans ces maisons et se préparent. Ce que soulignait ma confrère, qui est, moi j'ai pas été préparé, je tombe d'un milieu qui est le milieu de l'hôpital, où il y a des équipes, où on se pose pas des problèmes de locaux, de finances, je tombe tout d'un coup dans un modèle d'un artisanat où je dois tout construire. Donc c'est ça qu'il faudrait construire, c'est ça la priorité à mon avis du gouvernement. L'autre chose, c'est que il faut distinguer entre être envoyé d'office dans une région, et des bassins de vie qui sont pas très loin. Vous savez, il y a des régions à Paris où des arrondissements sont très surdotés, et d'autres, c'est pas quitter Paris, d'autres sont totalement sous-dotés. Donc on pourrait quand même dire, est-ce qu'il faut que tous les médecins s'installent dans le même quartier, au même endroit, en dépassement d'honoraires? Peut-être peuvent-ils changer de quelques kilomètres. Ça ne serait pas complètement détruire le foyer familial. Vous savez bien qu'il suffit qu'il y ait une pizzeria qui s'installe dans une rue pour que 4 autres s'installent immédiatement après. Fluorette, pour terminer cette première partie, je vous en prie. Oui, moi je me suis pas installée toute seule, mais je pense qu'effectivement il faut pas que les gens s'installent seuls. C'est le meilleur moyen de se sentir seul déjà et de pas aller bien. Être à plusieurs, ça permet quand même de se soutenir. Professeur Grimaldi a raison, l'histoire d'externaliser les universités dans des maisons de santé, ça permet aussi aux jeunes de faire découvrir une autre médecine, autre chose que la médecine de ville. Mais il y a des problèmes en ville, il y a des problèmes dans certaines campagnes. Voilà. Et puis je voulais revenir aussi, sur l'histoire des profs. Les profs, ils sont affectés, mais ils sont salariés. Donc les choses sont quand même différentes pour eux et nous. Merci, fin de la première partie, on vous retrouvera en seconde partie. Merci Fluorette. Je rappelle que vous avez été, donc cela dit, consulté avec d'autres blogueurs par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Et puis parce que vous dites, c'est quand même bien qu'elle nous ait consultés, parce que je pense que ni nos syndicats, ni l'ordre des médecins ne nous représentent plus. À une époque, la gauche, je crois, voulait supprimer le Conseil de l'ordre des médecins. C'est une vieille histoire, ça? On a oublié, professeur Grimaldi? Ça, je crois qu'on a complètement oublié, oui. En 81, il y a eu l'idée qu'il fallait supprimer cet ordre des médecins. On ne savait pas très bien à quoi il servait. Ouais. Et puis, non, c'est toujours pas, si? Écoutez, c'est compliqué. Oh là, je sens que c'est très compliqué pour vous. C'est compliqué. Oui. Non, c'est compliqué parce que on se dit cette profession, et on l'a vu, on vient d'en discuter, ne peut pas être régie par les lois du commerce, de l'artisanat. Autrement, les médecins vont se faire concurrence, vont se faire de la publicité, et on va aller vers... Bon, on se dit donc, ça serait bien qu'elle soit régie par des règles éthiques. Tous ces gens-là sont assermentés. On a tous prêté le serment d'Hippocrate. Dans ce serment, il est écrit « Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent ». Bon, donc... la CMU, ça. Alors voilà. Alors le problème, c'est comment on fait en sorte que ces principes éthiques soient appliqués.
c'est la mission de l'ordre des médecins. Visiblement, il a beaucoup de mal. Ouais. Donc c'est ça qui pose problème. On se dit sur les dépassements d'honoraires, parce que le rôle de l'ordre des médecins, historiquement, a été voisin de zéro. Mais donc les médecins peuvent-ils seuls se réguler? La réponse c'est non, mais il faut qu'ils participent à cette régulation. 8h17. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc même. Votre chronique, les mutuelles? Oui, je vais les défendre, vous allez voir, ça va énerver tout le monde. Il faut partir de l'actualité la plus chaude. Hein. Il faut repartir à l'accord signé le 25 octobre pour encadrer les dépassements d'honoraires qui, il faut le reconnaître, ne satisfait finalement personne. Le médecin spécialiste en secteur 2, comme 40% de ses confrères, eh bien, il est gentiment invité à ne pas facturer plus de 150% du tarif sécurité sociale, soit 70 € la consultation, tout de même avec des exceptions pour certaines zones géographiques, dont Paris, où il pourra demander davantage. Les signataires de l'accord s'engagent à geler leurs honoraires pendant 3 ans, c'est gentil, mais les représentants des médecins estiment que c'est un pas accompli dans la direction d'une sortie du système libéral, ce dont ils ne veulent à aucun prix. Car si l'exercice de la médecine est libéral, s'il l'était vraiment, eh bien les praticiens devraient pouvoir fixer, comme ils l'entendent, le montant de leurs actes. Les dépassements d'honoraires représentent une facture, il faut le savoir, de 2,5 milliards d'euros par an. Ils sont surtout le fait de certaines spécialités, chirurgie, obstétrique, ORL, ophtalmologie. Mais les patients ont encore moins de raisons de se réjouir de cet accord du 25 octobre. D'abord parce que cet accord ne vise qu'une stabilisation des tarifs, qui n'est pas vraiment contraignante pour les praticiens. Ensuite, parce que notre système de remboursement des soins médicaux va demeurer tellement illisible qu'on peut même se demander s'il ne l'est pas à dessein. Le patient a en effet le sentiment que la couverture de ses problèmes de santé par une sécurité sociale qui lui retire pourtant beaucoup sur sa feuille de paye ne cesse de rétrécir. La couverture. Et il est de fait que si la Sécu prend à sa charge environ 75% des frais médicaux globaux, ce taux de couverture est très variable selon la nature des soins. Le niveau de remboursement de certains soins est ridiculement faible dans notre pays et la dépense non remboursée est largement le fait des dépassements d'honoraires. Les assurances sociales obligatoires de base, se révélant de moins en moins généreuses, elles laissent progressivement de plus en plus d'espace aux mutuelles complémentaires. C'est d'ailleurs une tendance générale de notre système de protection sociale. Or, il y a 10% des Français qui ne sont pas assez pauvres pour être couverts par la CMU et pas assez riches pour s'offrir une mutuelle ou une assurance privée. C'est chez eux qu'on trouve ces gens qui renoncent aux soins pour cause de remboursement par la sécurité sociale insuffisant. Alors les mutuelles, elles ont été vraiment les grandes oubliées de l'accord du 25 octobre. Dans la mesure où ce sont elles qui en financent le quart, il conviendrait pourtant de leur donner un droit de regard sur le système. En effet, elles sont cantonnées au rôle de payeurs aveugles. C'est pourquoi le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi autorisant les mutuelles à mettre en place des réseaux de soins vivement conseillés à leurs adhérents qui s'engageront à modérer leurs prestations. Pour le moment, les députés, alors cette proposition de loi, elle va être discutée dès cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour le moment, les députés veillent à ce que ce système ne concerne que les lunettes, les prothèses dentaires et les appareils auditifs, secteur où en effet on constate une véritable inflation des prix. Mais les acteurs de la santé redoutent une extension possible de ce système à d'autres types de soins. Et en effet, pourquoi pas? Comme dit un économiste de la santé, Alain Antoven, l'assureur est une sorte d'acheteur de soins pour le compte des assurés, fin de citation, à lui de faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur soin au plus bas coût. De toute manière, l'envol des prix ne saurait durer. Déjà, certains sites internet proposent des lunettes à des prix très inférieurs à ceux des grandes enseignes, et les dentistes, à force d'abus, risquent de voir leurs clients partir se faire soigner en Hongrie ou au Maroc, où les tarifs sont beaucoup plus modérés. C'est ce qu'on appelle le tourisme médical. Faudra-t-il en arriver là? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Je renvoie aussi à la une et au dossier d'aujourd'hui, Le Parisien. Se soigner est moins cher, c'est donc possible. Dentiste, optique, etc. Alors, professeur Grimaldi, je vous ai vu hausser plusieurs dizaines de sourcils pendant la chronique de Brice Couturier. Oui, absolument, parce que il faut d'abord se poser la question de est-ce qu'on souhaite un système de santé égalitaire et solidaire? Oui. Ça, tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors, tout le monde. Alors, est-ce que les mutuelles... C'est comme pour la paix, tout le monde est pour. Parfait. Alors, après, c'est en acte que ça se juge. Alors, est-ce que les mutuelles sont plus égalitaires, plus solidaires ou moins que la sécurité sociale? Alors, la discussion, elle est très simple. Sont moins égalitaires. Quand vous êtes vieux, vous payez 3 fois plus votre assurance que quand vous êtes jeune.
et la tendance des mutuelles, qui sont des assureurs privés, mutualisme, des assureurs privés, qui d'ailleurs fonctionnent avec les assureurs privés lucratifs dans une organisation commune qui s'appelle l'UNOCAM, c'est-à-dire l'Union des assurances complémentaires. Elles travaillent ensemble. Alors, elles sont moins égalitaires. Elles sont moins solidaires. Le tarif que vous payez à mutuelle ne dépend pas de vos revenus. Alors que la sécurité sociale, plus vous êtes riche, plus vous payez. Et elles sont surtout beaucoup moins efficientes. Les frais de gestion des mutuelles, c'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires. Les assureurs privés, c'est 25% du chiffre d'affaires. La sécurité sociale, c'est moins de 5%. La sécurité sociale Alsace-Moselle, qui a un statut particulier, qui rembourse mieux, qui fait que les gens ont moins de mutuelles quand ils sont dans ce tarif, c'est moins de 1% de frais de gestion. Donc le système mutuel assureur privé, c'est aller vers le système américain. Beaucoup plus cher, beaucoup plus inégalitaire. Parce que vous aurez le contrat familial, le contrat si vous êtes plutôt bio, le contrat si vous voulez la thalassothérapie avec, le contrat global avec l'habitation, et on vous fera des forfaits. Bon, donc ce système-là, aller vers ça, c'est un système inégalitaire. Alors, les médecins s'en comptent sur 2 raisons éthiques qui sont fondamentales, sur lesquelles je défends, qui est la liberté du choix, qui est un point important, et la deuxième chose, bien sûr, l'autonomie professionnelle, c'est-à-dire la liberté de prescription. Ce qui ne veut pas dire de ne pas rendre des comptes, mais le jour où vous êtes dans un conflit d'intérêts avec l'assureur privé qui vous emploie, ou la mutuelle qui vous emploie, et qui est que si vous ne prescrivez pas tel antibiotique ou tel autre, eh bien vous quittez la mutuelle, évidemment là vous avez fait un grand pas en arrière. Donc ce qu'il faut défendre, et là où je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est la critique de l'accord. Ce qu'il faut défendre... Il n'est pas dans le bon sens selon vous, l'accord. Il n'est pas du tout dans le bon sens, parce qu'il porte sur les dépassements d'honoraires, vous portez sur la défense de ce qu'on appelle le secteur 1, c'est-à-dire des tarifs de la sécurité sociale. Comment peut-on revaloriser le secteur 1 ? Exiger que n'importe quel médecin qui se dit conventionné... Qui l'exigerait ? Eh bien, la sécurité sociale et l'État. C'est-à-dire que vous dites, les médecins généralistes, eux, sont en secteur 1. Donc, ils sont au tarif sécurité sociale. Les spécialistes, de plus en plus, et dans certaines spécialités comme la chirurgie, c'est 85%, sont à honoraire libre. Qu'est-ce que ça veut dire, être conventionné à honoraire libre ? Ça n'a pas de sens. Alors, pardonnez-moi si j'ai caricaturé, mais donc vous craignez finalement que l'accord qui, selon par exemple les études, permettrait malgré tout aux patients de moins payer avec un docteur de réseau, mis en réseau par sa mutuelle, serait déséquilibré parce que ce serait trop la mutuelle qui aurait la main sur la question de la dépense de santé que la sécurité sociale. Qui a la main, qui se fait concurrence comme vous dites, et qu'est-ce qui se passe dans la santé, la concurrence ? Ça diminue pas les prix, ça améliore pas la qualité. Ça fait l'inverse. La concurrence dans le système de la santé, ça augmente les coûts. Pour une raison simple, je vais vous expliquer, c'est que quand vous êtes patient, vous n'êtes pas un consommateur éclairé, vous n'êtes pas un client, vous êtes une personne angoissée. Un peu paumée. Et quand on vous dit c'est plus cher, on a un contrat si vous voulez, mais on a un contrat plus cher. Alors vous verrez des professeurs plutôt, c'est ce que proposait aux AGF, ce que proposait Gilles Joannet. Pour 12 000 € par an, vous aurez un contrat d'excellence. Alors comme vous êtes angoissé, vous dites je vais le prendre. Et donc vous payez plus cher. Je voudrais qu'on écoute Fluorette, et puis Brice, Fluorette au téléphone. Oui, moi je pense que ce qu'on n'a pas dit pendant tous les débats sur les histoires de dépassement, etc., c'est que la Sécu, elle pratique un dépassement contrôlé. Le fait de fixer un tarif mais de ne pas le rembourser en totalité, c'est déjà de dépasser le tarif qui est remboursé. Et les gens, forcément, ils ont un accès inégal puisqu'ils doivent faire rembourser cette partie. C'est ce que le professeur Grimaldi expliquait avec les tarifs des mutuelles. Ça va d'autant plus loin que je ne vois pas comment on pourrait faire dans des centres de santé des consultations moins chères, puisqu'on sait actuellement qu'une consultation à 23 €, c'est une consultation qui est... C'est pas suffisant, 23 €. Dans certains centres de santé, on est à, centres de santé municipaux ou choses comme ça, la consultation, elle est à 70 €. Et c'est un tarif qui rejoint les tarifs européens dans d'autres pays. Donc 23 €, on n'est pas cohérent. Alors après, l'autre jour, en rencontrant la ministre, elle a dit oui, mais dans ce cas-là, il faut faire plus d'actes. Et c'est ce que font certains. C'est-à-dire qu'on court après les actes, de préférence le plus rapide possible, pour essayer de rentabiliser au maximum. Donc on a des gens en face de nous qui espèrent avoir un soin de qualité, parce qu'ils payent pour ça, ils cotisent, ils payent une mutuelle en plus, et on se retrouve à devoir bâcler des consultations pour pouvoir rentrer dans les frais.
Professeur Grimaldi, est-ce que du coup aussi, d'ailleurs, quand même, l'agenda est également politique. Vous estimez du coup que la ministre de la Santé va dans la mauvaise direction ? Je pense que l'accord était dans la mauvaise direction. Alors, on vient d'évoquer le paiement à l'acte. Le problème, c'est que le paiement à l'acte, auquel la médecine libérale a été très attachée, est complètement inadapté à une grande partie de l'activité médicale. C'est adapté si vous faites 3 points de suture, c'est adapté si vous faites une vaccination, s'il y a une grippe. C'est inadapté pour le suivi de malades chroniques. Il y a 15 millions de malades chroniques, les diabétiques, les hypertendus, les insuffisants cardiaques. C'est pas le paiement à l'acte qui permet de faire une bonne médecine. Alors, il faut inventer des forfaits. Il faut dire, vous suivez un diabétique pour 1 an, c'est un diabétique non compliqué, vous pouvez le voir 2 fois et pas 9 fois par an. Par contre, c'est un diabétique qui a des difficultés, qui n'arrive pas à soigner son diabète, il faut le voir plus souvent. Donc, il faut inventer d'autres modes de financement pour que ça ait un sens. Alors, ce qui est dit par ma confrère est juste, c'est-à-dire qu'à la Libération, on a fait un compromis. On a dit la sécurité sociale va rembourser 80%, mais on met tout de suite un ticket modérateur. Le nom était l'idée que si vous payez, vous allez moins consommer, vous allez moins aller voir votre médecin. Donc on a mis 20%. On aurait pu dire la santé comme en Angleterre, la santé va être gratuite. Mais simplement, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on rembourse pas ? En France, on rembourse les cures thermales. Bon, on rembourse plein d'actes inutiles. On a décidé que les génériques en France, c'est 2 fois le coût de l'Angleterre, c'est 1 milliard d'euros la différence. Si on mettait le prix des génériques en France à celui de l'Angleterre, on économise 1 milliard. Ça permet de revaloriser le secteur 1. Les mutuelles et assureurs disent qu'ils vont donner des sommes importantes pour revaloriser le secteur 1, mais il n'y a qu'à les donner à la Sécu, ces sommes importantes. C'est les frais de gestion en France de la santé coûtent 7% du coût de la santé. 2 fois la moyenne des prix de l'OCDE. Donc on dépense 15 milliards pour gérer la santé. On pourrait revenir à la moyenne des prix de l'OCDE. Donc on dit qu'en gros, il y a 20% des actes qui sont inutiles. Donc il y a des marges de manœuvre pour faire un secteur 1, un secteur sécurité sociale, remboursé, correctement valorisé. Donc c'est ça la voie qu'il faut prendre. Alors Brice Couturier et puis Caroline Lachef aussi. Brice, je crois que vous voulez rebondir là-dessus. Oui, parce qu'on nous dit les mutuelles sont privées, elles font du profit, c'est mal. Mais vous savez, les médecins aussi sont privés. Et c'est même le système, le fond de notre système, c'est qu'on a un système où le système de financement est collectiviste. Et les acteurs, eux, sont ultra-libéraux. Et donc, évidemment, il y a un hiatus. On nous dit, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a un remboursement automatique des frais dans notre système collectiviste. Et que la meilleure façon de faire... On consacre, il faut savoir, 10% de notre PIB à la santé, et c'est en augmentation constante par rapport au PIB. Donc l'idée, c'est de faire jouer la concurrence via les mutuelles. L'assuré ainsi vote avec ses pieds en changeant de mutuelle. La Sécu ne rembourse qu'une partie déclinante des frais de soins. En fait, 25% reste à la charge des patients. Et ils s'organisent entre eux pour s'assurer, ça s'appelle les mutuelles. Alors, Grimaldi, hélas, le raisonnement est complètement faux. C'est-à-dire que vous dites, vous changez de mutuelle, vous allez prendre une moins chère. Et qu'est-ce que vous pensez dans la santé ? Vous dites, ma qualité des soins va être moins bonne. Donc vous prenez la plus chère, mais pas forcément. Non, je prends celle qui est le plus efficace, qui va chercher les meilleures qualités de soins. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas jugé de l'efficacité. D'où la proposition socialiste excellente de créer des réseaux de soins qui sont conseillés aux adhérents de la mutuelle, parce que là, on a obtenu des soins de qualité au meilleur coût possible. Non, c'est pas vrai. C'est que vous obtenez une augmentation des coûts. Tout le système américain fonctionne comme ça et le montre. Par contre, vous dites une chose qui est en partie vraie, en partie fausse. Un médecin qui est en secteur 1 n'est pas un médecin qui est dans une activité privée. Il a un conventionnement, il a un tarif. Ce que vous dites est juste pour les médecins qui sont en horaire libre. Et là, effectivement, il y a 2 manières de privatiser la santé. Il y a une manière de la privatiser en disant, c'est nous qui fixons les honoraires, c'est les médecens qui veulent un horaire libre. Et il y a une autre manière de la privatiser qui est de dire les mutuelles et les assureurs privés. Bon, donc, moi, je suis contre ces 2 manières. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'une sécurité sociale gérée collectivement, mais assurant des revenus corrects 100%, pour les médecins. Alors, pratiquement 100%, mais bien sûr, pourquoi pas 100% pas. Pourquoi pas 100% mais on discute alors, qu'est-ce qu'on met dans le 100% On n'y met pas la chirurgie esthétique. Est-ce qu'on doit y mettre, par exemple, actuellement, il y a 8 millions de personnes qui ont un accès dit à 100% de la sécurité sociale. J'estime que ce serait... Les affections de longue durée. Les affections de longue durée, le diabète, l'insuffisance cardiaque, les cancers. Pourquoi c'est pas automatiquement avec des génériques pour l'essentiel, disons Pourquoi ça laisse la liberté? Je voudrais qu'on laisse la parole à Fleurette, je sens qu'elle veut intervenir. Oui, Fleurette au téléphone et puis Caroline. Fleurette Oui,
bon, pour moi, je suis pas du tout d'accord avec l'histoire des réseaux de soins mutualistes. Hein. Ça, c'est clair. Effectivement, Monsieur Grimaldi l'avait dit. On ne peut pas garder son indépendance de prescription. On sera forcément avec des consignes de prescription, avec des objectifs fixés, ce qui est actuellement le cas avec le paiement à la performance, hein, contre lequel on est nombreux à être. On n'est pas nombreux à pas être d'accord. Je crois que l'histoire du coût, c'est important. Il faut pas croire que en faisant des maisons comme ça, on va diminuer les coûts. Ça c'est prouvé partout, ça augmente. Il y a une baisse de nombre de gens qui sont vus parce qu'on prend plus le temps, parce que peut-être on travaille mieux, parce que plein de choses. Mais je pense que non, le coût est important. Et puis c'est vraiment important de ne pas faire l'amalgame. Oui, on est des libéraux et on n'est pas salariés de la sécurité sociale. On n'a pas d'avantages sociaux. Moi, si je suis enceinte, faut que je me débrouille pour m'assurer moi-même. C'est pas ce que la Sécu me verse que je peux payer mes frais de cabinet. Mais justement, on a comme on a ce double statut, les gens ont l'impression qu'on tire sur la corde et qu'on gagne bien par la Sécu et voilà. C'est absolument pas le cas. Un mot, et puis je voudrais laisser la parole à Caroline Lachef. Un mot, je vois que vous réagissez. C'est vrai que les médecins généralistes en France sont beaucoup moins bien payés qu'en Angleterre, et l'écart par rapport aux radiologues, c'est 2 fois et demi. Donc ça va pas du tout, alors que le médecin généraliste devrait être le fondement du système de santé. Quand la ministre a dit l'hôpital est la colonne vertébrale de notre système de santé, je ne suis pas d'accord. La colonne vertébrale devrait être la médecine de proximité. Et là, ça ne l'est pas. Alors, ceci dit, la Sécurité sociale prend quand même en charge une partie des cotisations sociales, une partie des assurances. Vous voulez dire quoi? Qu'au fond, quand même, notre système de santé, sa tutelle à quoi? Néglige un peu, au fond, le généraliste? Ben, historiquement, en France, on a un rapport généraliste-spécialiste qui est équivalent, alors qu'il faudrait qu'il y ait 2 fois plus de généralistes que de spécialistes. Bon, donc, on est déséquilibré historiquement. Et le secteur 1, c'est-à-dire au tarif de la Sécu, n'est pas assez valorisé. Caroline Eliachef. Oui, en vous écoutant, on a l'impression qu'on est au bout d'un système à différents niveaux. C'est-à-dire que c'est une pratique de la médecine d'une façon générale qu'il faudrait changer. C'est également la façon dont on la finance. C'est-à-dire c'est un ensemble de choses, y compris que les pathologies également changent avec, par exemple, le vieillissement de la population. Et donc, devant cet ensemble de problèmes, on se dit, mais par quoi il faut commencer ? Écoutez, c'est pour ça que... André Grimaldi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il faut partir d'abord comment évolue la médecine. Il y a une partie qui évolue vers une médecine qu'on a qualifiée industrielle, enfin d'actes techniques. Il y a une partie qui reste la médecine de quotidien. Et puis il y a les maladies chroniques, le vieillissement, et c'est une autre pratique médicale. Il faut donc s'organiser différemment pour répondre à ces différentes médecines. Alors, le sujet est complexe. On a un système mixte qui arrive au bout, c'est ce que vous dites. Pour y répondre, je pense qu'il faut organiser des états généraux, mais pas des états généraux pour faire une grande messe. 1 an de débat dans le pays, avec la population, avec les associations de patients, qui sont mis hors jeu dans ces débats, avec ceux qui représentent des consommateurs, comme UFC Que Choisir, après tout, avec différentes propositions, posant des questions et débouchant sur une grande loi qui refonde le système de santé. Alors, c'est pas facile, parce que la santé, c'est éclaté dans des syndicats, dans des groupes, des forces de pression. Il y a des enjeux économiques. On dépense 11,8% de la richesse nationale, mais comme les Allemands, comme le Pays-Bas, mais très loin des USA, 17%. Bon, alors, vers quoi va-t-on aller ? On est attaché à la liberté de choisir son médecin. On est attaché à la liberté de prescription du médecin. Bon, mais tout doit évoluer. Donc, je pense qu'un grand débat pendant 1 an et des états généraux permettrait de déboucher sur une grande loi de santé publique. Mais c'est un risque, évidemment, politique. Le gouvernement est-il prêt à le prendre ? Alors, je voudrais vous faire écouter tout de même un témoignage à ce stade de la discussion. Justement, André Grimaldi, Fluorette, Caroline Eliachef, Brice Couturier. C'est peut-être, au fond, la question par exemple, de l'hôpital, enfin de la médecine, dont les débats, pour certains, sont trop enfermés sur la question des enjeux financiers et justement même de dépassement d'honoraires. Je vous propose d'écouter un de vos confrères, le docteur Bertrand Guillonneau, urologue, chef de service au groupe hospitalier Diaconesse La Croix Saint-Simon dans l'Est de Paris, qui considère qu'on oublie souvent l'existence d'établissements privés de santé sans but lucratif, des sortes d'hôpitaux éthiques et pourtant performants. Christophe Paillet a rencontré Bertrand Guillonneau.
Concrètement, ce qui distingue même de l'hôpital public, de certains hôpitaux publics, c'est qu'on vous demande aucun dépassement d'honoraires. Il y a deux principes, aucune possibilité pour aucun des praticiens qui travaillent dans un centre privé à but non lucratif de demander un dépassement d'honoraires. Donc c'est complètement transparent, les prix sont fixés par la Sécurité sociale et c'est à l'établissement, avec cette enveloppe, de trouver son équilibre financier, de prouver qu'il est viable. Ça correspond à peu près à 15% de l'activité, enfin de la capacité hospitalière en termes de lits. Par contre, ce sont des hôpitaux qui sont tous très bien dotés, qui font une activité chirurgicale qui est aussi lourde que l'hôpital public, qui est bien plus lourde que l'hôpital privé. Donc ce sont des hôpitaux qui sont très dynamiques, qui sont complètement performants et du fait de leur obligation de résultats financiers, ils sont en général en bonne position et donc ils ont des équipements de très bonne qualité. Donc tout ça est assez étonnant et les gens au fond ne savent pas bien que ça existe et que c'est complètement au-delà et en dehors du débat actuel de savoir de combien on a le droit de dépasser. Voilà, Bertrand Guillonneau au micro de Christophe Payet les matins, une réaction André Grimaldi? Oui, les hôpitaux privés non lucratifs, ça vient des institutions caritatives ou mutualistes, historiquement. Dans certains pays, c'est complètement majoritaire. En France, c'est minoritaire. C'est l'Institut mutualiste Montsouris, c'est Saint-Joseph, c'est beaucoup d'institutions comme ça. Alors, c'est un statut privé, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à un équilibre financier. Mais en échange, ce que dit pas mon collègue, c'est que au fond, ils peuvent choisir leur activité. C'est-à-dire que à Saint-Joseph, le directeur arrive et dit je veux redresser l'hôpital, la prise en charge du sida n'est pas rentable, je la ferme, et ils iront à l'hôpital Necker. Bon, à Montsouris, le service d'urologie dit moi je me spécialise sur le cancer débutant de la prostate, vous venez pour autre chose, c'est pas notre spécialité, et puis par exemple à Montsouris, on fait pas d'urgence. Bon, tout ça crée des conditions très différentes. Au fond, c'est très utile qu'il y ait ce secteur qui fait partie du service public, absolument, du service public hospitalier, mais il ne peut pas être le seul modèle. Il ne peut pas être le modèle de fonctionnement. Il faut qu'il y ait un service public qui dise « moi, je prends tout et j'assure les urgences ». Donc, on a besoin des deux et je crois que c'est très bien qu'il y ait du privé non lucratif.